Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'ai fait un truc super, c'est que j'ai mis mon vision board sur l'écran de mon ordinateur et donc en vous faisant ce podcast qui est en réalité une discussion entre nous, j'ai pas de thème là tout de suite qui me vient en tête, et ben je regarde mon vision board, je regarde ce que j'ai mis, les images et j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien regarder mon vision board, il est fort intéressant. Enfin bon, est-ce que vous en avez un? Est-ce que vous êtes plutôt mettre vos objectifs par écrit? Moi je trouve que en image, c'est beaucoup plus parlant. En tout cas pour le cerveau, apparemment c'est plus parlant, mais on voit des couleurs, on voit plein de choses. Par exemple là j'ai mis une robe de mariée, là j'ai mis une vision d'une femme qui regarde le coucher de soleil au bord de l'eau, j'ai mis une Mercedes. Et d'ailleurs en parlant de ça, j'ai vu une similaire devant moi. Je dirais par pur hasard, mais je ne crois pas au hasard. Elle était là devant moi et j'ai dû envoyer un message à ma sœur pour lui dire: mais tu sais, la voiture que j'ai mis sur mon vision board, elle est juste en face de moi, elle est devant moi. Je la regardais littéralement devant moi. Bon, elle appartenait à des hommes, mais j'étais contente de la voir. Ça m'a fait plaisir. Et voilà, je vais pas vous dire exactement ce qu'il y a sur mon vision board, mais voilà, il y a des photos, des images qui représentent la famille, d'autres la santé, une belle vision du coucher de soleil. Je dirais même que c'est une femme qui est en train de méditer ou regarder ce magnifique cadre en fait qu'est la nature, le soleil en train de se coucher, l'eau, l'herbe. Enfin, l'herbe, il y a tout dans cette image. Une jolie robe de mariée. J'aime beaucoup les cerfs, donc j'ai mis des cerfs. Je le prends en animal totem. Une belle villa. Ah ouais, je ne vais pas vous dire où, mais c'est une belle villa et autres et autres. Et bon, il y a d'autres choses aussi. Mais c'est top d'avoir son vision board sur l'écran de son ordinateur. Vous devriez essayer, c'est super. Plutôt que de l'avoir et de le mettre dans un dossier, c'est un peu la loi de l'attraction. Regardez en image ce que l'on veut attirer. Et j'y crois, donc je le fais. Si vous n'y croyez pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais je trouve que c'est agréable quand même. Et c'est fun en fait de se dire, bon, allez, je vais mettre en image ce que je veux actuellement et je laisse la vie se charger de me le ramener. Point la ligne en fait, il n'y a pas de stress. Hein. C'est l'attirer, mais sans se préoccuper de comment on va l'obtenir. C'est un peu ça de ce que j'ai compris, la loi d'attraction. Voilà. Aujourd'hui, cette discussion, enfin je vais faire une petite aparté qui n'a absolument rien à voir avec tout ça, mais je constate depuis peu, non, ça fait un moment déjà que je constate, qu'il y a dans le ciel des avions, alors très tôt le matin, il y a des avions qui émettent dans le ciel une espèce de voile blanc qui nous empêche de voir le ciel bleu. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, si vous vu de vos yeux ou vous l'avez constaté. On se lève le matin, c'est un ciel hyper bleu. Il n'y a rien, il n'y a même pas un nuage. C'est d'un bleu c'est un bleu éclatant, c'est un bleu profond et on pressent qu'on va pouvoir profiter de beaucoup plus de lumière avec le soleil, le ciel bleu sans un nuage. J'ai rien contre les nuages. Et puis, on voit des avions, un ou deux généralement, qui en passant dans le ciel, fait des zigzags et émet une poudre, un gaz blanc qui recouvre le ciel bleu entièrement.
on croirait que c'est des nuages, donc parce que du coup on voit plus le ciel bleu, on voit une espèce de, de voile blanc qui recouvre tout, et on peut se dire que ce sont des nuages, mais en fait faux, ce n'est pas des nuages. Des nuages ne ressemblent pas à une espèce de gaz fin, mais suffisamment épais pour qu'on ne puisse plus voir le ciel bleu. En fait, c'est vraiment différent des nuages, si vous voulez. Des nuages, en fait, c'est de l'eau, d'accord? De l'eau, ça passe, ça vient, voilà, ça stagne jamais, ça passe. Comme tout est mouvement, tout passe. Et donc, quand il y a beaucoup de nuages, ça peut recouvrir aussi le ciel. Mais on voit des formes, vous voyez, c'est un peu une forme de coton. Et par contre, ce voile de poudre blanc, on voit que ça n'a pas l'aspect de nuage, mais plus d'un... C'est pas cotonneux, mais... je sais pas de quoi... c'est un peu... j'ai pas de mots, mais... une espèce de voile, en fait. Un voile, on voit plus rien, ça n'a pas de forme, c'est tout blanc, c'est tout plat. C'est moche et ça nous enlève, ça nous... comment dire ça? Ça nous empêche de voir le ciel bleu, en fait. Et moi, ça me fait chier. Et ça fait plusieurs fois que je le constate. Et j'aimerais bien savoir à quoi ça sert. Est-ce que c'est toxique ou pas? Et quel est l'objectif, en fait, de mettre un voile blanc dans le ciel, en fait? Ça sert à quoi? Voilà. Donc je suppose que le gouvernement ne va pas écouter ce podcast, hein, il ne faut pas rêver non plus, mais il y a des choses qui se font sans notre consentement, et à croire qu'on n'a plus notre mot à dire, en fait. En fait, est-ce qu'on l'a déjà eu, notre mot à dire? Mais on a quand même le droit de savoir ce qu'ils y mettent dans le ciel, surtout que si on le respire, on a le droit de savoir ce qu'on respire quand même, autre que de l'air. Parce qu'en fait, c'est eux qui émettent une certaine substance dans le ciel. Donc, si ça rentre dans notre corps, on a quand même notre mot à dire. Et c'est un peu comme la picouse, où ils considèrent qu'on doit le faire, et puis un point, c'est tout. En fait, c'est eux qui savent mieux que nous. Donc, ils se permettent de le mettre en obligatoire, de mettre les gens en suspension. C'est en suspension qu'on dit? Les infirmières, elles ont été suspendues, pardon. Et parce qu'elles ont refusé de faire quelque chose qu'elles ne voulaient pas faire. Donc, notre corps nous appartient ou il appartient à quelqu'un d'autre? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Mais c'est comme tout dans la vie, de ce que j'ai constaté, et du moins, c'est un peu à la relation dominant-dominé, où il y a toujours le dominant qui va essayer d'assujettir le dominé, peu importe le coût. C'est comme si pour lui, le dominé lui appartient, de toute sa chair, en fait. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Il y a aussi le fait, tiens, je vais faire un petit aparté aussi sur ça. Nous sommes dans un monde où, effectivement, il y a des relations dominant-dominé. Ok. À quel moment vous l'avez su que ce rapport de force existait? Est-ce que vous l'avez toujours su? Est-ce que vous l'avez vu dès l'enfance? Est-ce que... Parce que moi, j'y ai vraiment pris conscience qu'il y a peu, en fait. Quand je travaillais chez la dernière dentiste avant d'être au chômage sans indemnité, parce que j'ai démissionné pour déménager. Après, je suis revenue. C'est aussi... voilà. J'ai constaté, en travaillant chez la dernière dentiste, qu'en fait, c'était vraiment un rapport de force. Que toute chose est un rapport de force. Qu'on ne peut pas se ramener dans la vie, bisous en cœur, t'inquiète, la vie t'apportera de bonnes choses, en étant gentil, en faisant de bonnes actions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, attention, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut prendre conscience très tôt que la vie est un rapport de force. Alors, est-ce que c'est ma perception des choses? Je ne pense pas, parce que c'est ce que je vois, par exemple, même dans le règne animal, c'est un rapport de force. Mais bon,
eux, ils sont régis par d'autres lois, mais on pourrait se poser la question si nous ne sommes pas régis par ces mêmes lois. Parce qu'il y a toujours un plus gros qui veut manger un plus petit. Là, c'est dans la hiérarchie, ça peut être, je sais pas, ça peut être partout. Regardez les rapports avec vos amis. Il y en a toujours un qui se pense meilleur que le reste du groupe. Dans la famille, c'est la même chose. Il y en a toujours un qui a l'impression qu'il sait tout, qui veut tout, et que les autres sont, c'est certes de la famille, mais qui sont en dessous. Dans la tête de l'être humain, il veut toujours mettre des gens en dessous de lui. Alors, il a bien conscience qu'il y a des gens au-dessus de lui. Donc, ça peut être pour l'argent, rang social, tout ce que tu veux. Mais c'est comme si, pour l'être humain, pour qu'il se sente bien, il faut qu'il mette des personnes en dessous de lui, pour qu'il se sente réconforté de savoir qu'il est au-dessus de certaines personnes. Et ça, je trouve que c'est pas une question de mal, de bien, mais pourquoi vouloir se sentir au-dessus des autres? Tu peux pas juste te sentir bien, supérieur, tout simplement parce que par rapport à toi, tu t'estimes, parce que tu t'aimes, parce que tu te valorises, et donc tu te sens bien, et donc tu t'élèves en fait. Mais pourquoi toujours devoir se mettre en lien avec des autres personnes et les classer en fait? Est-ce que c'est l'école qui fait ça? Est-ce que c'est... Là, je lis un livre. D'ailleurs, je vais vous dire le titre. Je l'ai bientôt fini. Et le livre, c'est En finir avec l'école, enfin un projet de société émancipateur, En finir avec l'école, de Prune, Elfter Noah. Et c'est édition Le Être. Et ce livre est top. Ce livre est top parce que, j'ai lu la 4e de couverture et j'ai été hyper intéressée pour savoir ce qu'elle disait dans le livre. Et en fait, c'est une femme qui est hyper diplômée. Donc, c'est le paradoxe. Et elle a constaté, en enlevant ses enfants de l'école, en leur faisant... Non, est-ce qu'elle les a enlevés? Oui, elle les a retirés. Ou non, c'était peut-être pendant le Covid, où elle a dû faire l'école à la maison. Elle a constaté qu'elle faisait apprendre à ses enfants beaucoup plus rapidement que ce qu'ils apprenaient en fait tout simplement à l'école. Et elle explique cela par le fait que les professeurs sont toujours obligés un peu de quémander le silence, remettre certains élèves à leur place, demander toujours le silence, enfin... Je sais plus le terme exact comment on dit ça, mais c'est l'ordre. Hein. Ils passent beaucoup de temps à mettre la classe en ordre pour qu'ils puissent avoir des élèves silencieux, pour qu'ils puissent en fait tout simplement commencer le cours. Hormis ça, de toute façon, ils ne peuvent pas faire le cours s'il y a un cafouillage derrière, si personne n'écoute et autres. Donc, elle dit que en faisant l'école à la maison, elle n'a plus besoin de remettre en ordre les enfants. C'est une mauvaise expression ce que je viens de dire, remettre en ordre. C'est pas ce que je veux dire, mais elle n'est pas toujours obligée de demander le silence parce qu'ils sont deux et que elle a une maîtrise en fait. Elle a une maîtrise, ils sont que deux. Très vite, ils vont se calmer et autres. En fait, très vite, ils vont rentrer dans un état de concentration pour pouvoir apprendre ce qu'ils ont à apprendre, alors qu'à l'école, avec une classe de 30 enfants, forcément, tu peux pas passer, si tu as 1 heure de cours, tu peux pas passer 1 heure à demander le silence. C'est un peu hasardeux. Donc, là où je voulais en venir par rapport à ce livre, c'est qu'elle disait qu'il y avait un rapport de hiérarchie depuis l'enfance, depuis l'école en fait, et qu'arrivé à l'âge adulte, on suit ce qu'on a appris finalement pendant notre scolarité.
Donc depuis la maternelle, au lycée, à la fac et autres. Il y a toujours ce rapport à l'obéissance. Et elle dit que ça empêche l'enfant de s'émouvoir et de trouver sa propre personnalité, de se chercher par lui-même ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, etc. Et elle fait un petit chapitre aussi dessus, sur le fait que s'il y a beaucoup d'harcèlement, encore plus aujourd'hui à l'école, c'est parce que à l'école, implicitement, il y a ce rapport de hiérarchie, où une personne va se sentir plus que les autres. Il n'y a pas d'entraide à l'école, il n'y a pas, du moins, il y en a peu. Et l'école républicaine n'est pas là finalement pour créer du soutien, de la solidarité et entre chaque élève, ils s'aident entre eux, etc. S'aider entre eux, ça peut être... on peut dire de ça que c'est une triche. Donc, il n'y a pas d'aide. Ma voix s'enraye, pardon. Il n'y a pas d'aide, en fait, il n'y a pas d'entraide, parce que ça peut être pris comme de la tricherie, alors que dans certains autres pays, comme je pense qu'elle donne l'exemple d'une école en Nouvelle-Zélande, ils s'entraident, ils apprennent par le jeu et autres. Mais là où je voulais en venir plus précisément, c'est qu'en fait, il y a ce rapport de force dès l'enfance. C'est-à-dire que, je sais pas, Mélinda, elle va se sentir au-dessus de Sarah. Voilà, elle va se sentir au-dessus. Et ce sont des choses qui sont acquises. Ce ne sont pas des choses qu'on apprend. C'est-à-dire on vient au monde sans savoir ce que c'est qu'un rapport de force et on nous l'apprend tout au long de notre enfance. Arrivé à l'âge adulte, on ne fait ce qu'on a appris pendant l'enfance. En fait, c'est une continuité parce qu'on le voit dans les entreprises. C'est pareil. Moi, je suis pas contre la hiérarchie, mais par contre, je suis contre le fait, par exemple professionnel, il faut bien un patron, des gens qui travaillent, quoique j'en sais rien en fait, mais tant qu'il n'y a pas de tyrannie dans ce modèle-là, par exemple, il y a des gens qui sont employés, qui n'ont pas envie d'être à la place de l'employeur. On ne peut pas faire de tout le monde un employeur, on ne peut pas faire de tout le monde un patron ou quelqu'un qui possède des sociétés ou autre, parce que tout le monde n'a pas cette ambition-là. Donc finalement, tout ce qu'on voit dans la vie, il y a certaines personnes qui le veuillent, certaines personnes qui... C'est des rôles qu'on prend, chacun y trouve son rôle et reste dedans, et s'il a envie de changer, il peut changer en fait. Pas aussi facilement, mais en tout cas, on n'est pas contraint de... en fait, on est contraint de rien du tout. C'est dans la tête qu'on est contraint. Quelqu'un qui va avoir un discours pessimiste et qui va se dire, bon, je peux pas être ça, je peux pas avoir ça, etc. C'est toi qui penses que tu ne peux pas, c'est pour ça que tu ne l'as pas. Et là où je voulais en venir, c'est que dès l'enfance, en fait, avec l'école, on apprend à écraser les autres. Et dans les entreprises, c'est la même chose. Le rapport avec les autres, c'est les rapports avec les autres qui sont extérieurs à nous, c'est pareil. En dehors de notre famille, c'est pareil. Et même avec nos amis, même si on ne se le dit pas, il y a des amis qui ne se sentent pas l'une au-dessus de l'autre, mais il y en a, ce n'est que cela. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a bien une personne qui dirige le plus et d'autres personnes qui suivent. Chacun prend son rôle, en fait, en fonction des personnes avec qui il est. Moi, par exemple, quand je m'observe, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui va vouloir l'idée. Ça ne m'intéresse pas de l'idée. Par contre, l'idée, ma vie, c'est-à-dire que même si je suis pour émettre des idées, parce que je me vois pas non plus me taire, mais émettre des idées pour le groupe par exemple, mais pas l'idée, je me vois pas être à la tête d'un groupe, parce que c'est pas moi. Par contre, j'ai le droit de ne pas vouloir suivre
Par contre, j'ai le droit de ne pas vouloir suivre le groupe. Parce que généralement, je fais mon petit bonhomme de chemin toute seule. Donc, dans un groupe, je m'adapte, chacun prend son rôle. Par contre, moi, c'est si je veux pas faire, parce que comme je me gouverne que moi-même, je m'influence que moi-même, je ne prendrai ni l'influence des autres, que mon influence. Je me fais, comment dire ça, un rapport de la chose, si j'ai envie de suivre, si j'ai envie de penser pareil ou autre, et en fonction de si je veux... En fait, j'ai toujours le dernier mot. Moi, sur moi-même, j'estime que j'ai toujours le dernier mot. Je ne suis pas influençable. Mais c'est parce que j'ai créé ce truc où je suis la dernière personne à juger de ce que je fais. Et on peut le voir aussi... je vais revenir à la période de Picouze, où on a vu des personnes qui, dès le départ, se sont dit qu'ils n'ont pas le choix de le faire. Moi, j'ai une amie qui, pour continuer ses études, on parle de sa santé, on parle de sa vie, d'accord? Mais elle a tellement galéré, on peut dire ça, dans ses études, qu'elle ne voulait surtout pas que ce soit une histoire de... En fait, elle voulait surtout pas que une histoire de Picouze l'empêche d'atteindre son objectif. Aujourd'hui, elle a son objectif, mais elle a les Picouzes dans ses veines. Donc, à chacun sa priorité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des discours différents. Et qui dit discours différents, dit des places et des rôles qu'on prend dans la vie, dans notre quotidien et avec les gens autour de nous. C'est cette position de la vie qu'on prend. Est-ce que tu es quelqu'un qui suit les autres? Est-ce que tu as ton avis? Est-ce que je ne sais pas, est-ce que tu as un avis sur toi-même? Est-ce que tu t'interroges sur ce que tu veux et ce que tu ne veux pas faire? Et ainsi de suite. Et je pense que je vous l'avais déjà raconté ça une fois. Ouais, je vous l'avais déjà raconté, mais je vais vous faire aussi ce parallèle, c'est pas grave, je vais revenir dessus. Une fois, donc je travaille dans un centre et entre collègues, on s'apprécie, etc. Et on sort de temps en temps ensemble, donc sur Paris et autres. Et une d'entre elles fête son anniversaire à Saint-Denis. À Saint-Denis, s'il vous plaît, les amis. Donc elle dit, j'ai trouvé un restaurant à Saint-Denis. Elle a réservé un restaurant, pour le soir. À Saint-Denis, s'il vous plaît, les amis. Je suis désolée, mais en fait, c'est pas possible pour moi. Je ne vais pas à 20h, 21h du soir à Saint-Denis. Chacun fait ce qu'il veut, moi je n'y vais pas. Et donc, elle a essayé de me rassurer. En fait, elle aurait pu trouver un autre lieu. Je sais pas, moi, Paris, tout ce que tu veux, en fait. Termont, Enghien, tout ce que tu veux. Saint-Denis. En fait, bref. Chacun, encore une fois, voilà. Et donc, quand elle me dit ça, elle voit ma réticence. Et elle me dit, t'inquiète, on va te raccompagner à la gare. La gare. Ok? Moi, je prends la ligne H pour aller à Saint-Denis. Je n'y vais pas. Mais c'est sur la ligne H. On sait c'est quelle gare, je ne veux pas aller là-bas à une certaine heure du soir. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? J'ai le droit, n'est-ce pas? C'est mon corps, c'est ma vie, je fais encore ce que je veux. Et c'est vrai que quand j'ai fini... Excusez-moi. Quand j'ai fini par dire à cette collègue « Non, je n'irai pas en fait dîner avec vous parce que je ne veux tout simplement pas aller là-bas et encore moins le soir », elle m'a fait la gueule. Et des mois après, j'ai appris qu'elle parlait derrière moi en disant qu'elle ne m'aimait pas. Donc vous voyez qu'il faut toujours se suivre parce que c'est ok si les gens ne t'aiment pas. Mais par contre, les gens qui font semblant de t'apprécier, ça c'est hardcore pour moi. Moi, je trouve que ça, c'est le summum de l'hypocrisie. Tu te mens à toi-même. Parce que quand je suis à tes côtés, tu peux être tolérante. T'es pas obligé de faire celle qui apprécie, de rentrer dans l'hypocrisie. Mais en fait, l'hypocrisie est
en fait, on baigne dans l'hypocrisie. Mais je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut retirer, l'hypocrisie, parce qu'on peut pas non plus être 100% honnête. Il faut un juste milieu, d'accord? Quand on n'apprécie par exemple pas quelqu'un, c'est pas grave, on peut quand même la tolérer. On n'est pas obligé de faire des sorties avec, on n'est pas obligé de faire semblant qu'on l'apprécie. On peut juste lui dire bonjour et basta. Le respect quand même. Donc, quand j'ai appris ça des mois après, je suis tombée des nues quand même. Parce que je m'étais dit, ah ouais, je savais pas qu'elle m'aimait pas. Après, peu importe la raison, on s'en fout en fait. Mais elle m'a quand même invitée à son anniversaire. Donc, il faut jamais faire passer les gens avant soi. Quand t'as pas envie de faire quelque chose, ne le fais pas. Ça peut même des fois te sauver la vie. Mais là où je voulais en venir, c'est que il y a très souvent, en fait, on est bercé dans cela, dans des rapports de force. Et on ne le comprend pas tout de suite. Ça peut être notre position sociale, notre façon de voir la vie, notre perception des choses, ce sur quoi on se concentre, etc., etc. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'enseignerai à mes enfants. C'est que très tôt, je leur dirais que tout est un rapport de force. Parce que il faut qu'ils le sachent, il faut qu'ils le sachent, j'espère en avoir au minimum deux, il faut qu'ils il faut qu'ils le sachent pour qu'ils puissent prendre position. Parce que en fait, quand on ne sait pas, on est un peu bercé par le vent. On est un peu tiré d'ici, de là. Les gens font de nous un peu ce qu'on veut. On se tait, on ne donne pas son opinion et autres. Et ça, c'est pas bon parce qu'il faut s'affirmer. Mais on nous apprend à obéir, à ne pas donner son avis, à ne pas être critique. Alors qu'il y a d'autres familles, la place de l'enfant et ses dires sont importants. T'as des parents qui vont discuter avec l'enfant. T'as des parents qui vont demander l'avis de l'enfant. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Pour que cet enfant sache qu'il a une voix, qu'il a un avis. C'est pas juste un enfant, il a rien à dire. Non, il a des choses à dire. Ça me fait penser aussi à la Corse. Et alors, c'est très drôle la Corse parce que on s'est retrouvés avec... on s'est retrouvés plusieurs personnes en cohabitation, on a fait plein de choses, c'était super d'ailleurs. Mais il y a quelque chose que j'ai constaté, c'est qu'on était tous là en fuite. On était tous à notre niveau, dans notre vie en fuite. Tout le monde essayait de fuir quelque chose. T'as un garçon qui essayait de fuir... en fait, sa relation s'était terminée. Donc, un jeune homme, on va l'appeler Sam, de 23-24 ans, qui s'est pris un mur parce qu'il a fait 4-5 ans en relation en fait avec sa copine, et du jour au lendemain, parce qu'il n'a pas vu les signes, du jour au lendemain, sa copine, en revenant d'un voyage à Dubaï, lui dit « c'est fini ». Donc lui, il tombe des nues. Comment ça, c'est fini? Peut-être qu'elle veut juste une pause, peut-être ça, peut-être ci. Et comme ça fait un petit moment, il réfléchit aux signes avant-coureurs, avant que cette situation arrive. Et il commence à ouvrir les yeux sur des signes, sur des dires, sur des faits qui ont pu se produire, qui auraient pu lui mettre la puce à l'oreille. Sauf qu'à ce moment-là, il se dit, c'est pas possible, ils sont amoureux, ils sont tout le temps ensemble, elle va pas le quitter, tout va bien. Du point de vue de cet homme, tout allait bien dans sa relation. Et ma question, c'est comment ça se fait qu'en étant en relation, on ne voit pas que l'autre est mal? On ne voit pas que l'autre a envie de quitter? Comment on ne sent pas que la personne est en train de s'éloigner de nous? C'est ma question. Si on est ensemble, par exemple, vous êtes en couple ou autre, vous êtes en couple, vous vivez ensemble,
Vous avez des années ensemble. Vous connaissez, parce que si vous habitez ensemble, c'est que vous vous connaissez jusqu'à l'intimité. Comment se fait-il qu'il n'a pas senti que sa copine s'éloignait, alors pas physiquement, mais s'éloignait de lui? C'est à se poser la question quand on est en couple, est-ce que vraiment on est attentif à l'autre? Parce que quand elle lui a dit « Allez, c'est bon, en revenant de voyage, c'est terminé », il s'est dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, il nous a parlé, effectivement, elle parlait de voyager, elle parlait d'avoir un autre mode de vie, qu'ils étaient trop jeunes, qu'ils faisaient toujours la même chose, que c'était un peu plan-plan, trop vite, trop tôt, qu'elle voulait vivre en fait. Voilà, c'est dire. Elle voulait vivre, elle voulait voyager. Et lui, par contre, il était un peu dans sa petite routine et ça lui allait. Mais il a entendu ses mots, il a entendu ses souhaits, il ne les a pas pris en compte. Et quand elle s'est mise en avant, en disant « Ok, moi j'ai envie de voyager, de vivre », parce que c'était un message, il s'est peut-être dit qu'elle n'allait pas sauter l'étape, parce que lui n'allait pas sauter l'étape. Lui, voyager, il s'en fout. Donc, en fait, quand on se regarde que soi-même, je pense qu'on peut perdre l'autre. C'est même quasi certain. C'est pas parce que tu ne feras pas quelque chose qu'elle ne le fera pas non plus. Parce que toi, ça peut ne pas être ton souhait, mais elle, ça peut être c'est son souhait. Et donc, du jour au lendemain, terrassé, en plus il est très très amoureux, il s'est mangé un mur. Et donc, il venait pour se changer les idées, simplement. Parce que vivre une rupture, c'est compliqué. Surtout quand on l'a pas vu venir. Donc il était là à essayer de penser à autre chose qu'à sa rupture. Il comprend pas. Et à un moment, ils ont un peu picolé. Voilà, c'est les vacances, tranquille. Et là, les larmes ont lâché. Et les larmes ont coulé. Parce que là, c'était son cœur qui parlait. Et c'était dur pour lui. Mais l'alcool a dit ce que sobre, il ne disait pas. Pour le deuxième, c'est aussi un homme d'une trentaine d'années. On va l'appeler Jeff. Jeff est dans un couple. Alors Jeff, c'est compliqué parce que il idolâtre sa copine qu'il trouve magnifique. Et avec sa copine, il y a une jalousie maladive. Mais ce qui est drôle, c'est que cette jalousie, elle n'y était pas avant. Et elle a été provoquée, parce qu'en fait, ils ont beaucoup de moments de tension, ils sont toujours en tension. Et on apprend par des petites discussions que cette femme qu'il aime tant, qu'il idolâtre, qu'il met sur un piédestal, l'aurait trompé. Et comme c'était dans un moment où ils s'étaient éloignés, ils avaient fait une pause, elle était prête à partir avec quelqu'un d'autre. Et finalement, ils ont renoué ensemble et ils ont continué, ils ont un enfant ensemble, etc. Et en fait, il y a beaucoup de discorde dans leur couple. Parce qu'elle a peur qu'il aille ou qu'il fréquente d'autres personnes. Mais je pense que cette femme projette son propre comportement sur lui. Et donc, je pense qu'il a passé toutes les vacances sur son téléphone à essayer de rassurer sa copine qui était malade, de savoir qu'il était en vacances sans elle et autres. Très compliqué. Et donc, ça discute et ça le mine en fait. Ça le mine. Mais il voit pas d'autre solution que de continuer dans la relation, parce qu'il y tient en fait. Mais c'est toujours des rapports de force. Et en fait, il était là pour se vider la tête.
Mais il n'y a pas vraiment réussi parce qu'il était, je vous dis, H24 sur son téléphone ou au téléphone. C'est passer des vagues. En fait, bon courage aux personnes qui ont des couples dont le partenaire est jaloux ou jalouse, parce que vraiment, c'est pas de la tarte. On a une autre femme, comment je pourrais appeler cette femme, peut-être Aurélie, qui, très bon métier, qui se fait un bon pognon, je crois qu'elle est dans l'immobilier. Et en fait, cette femme, elle a pris une habitude dans sa vie, c'est de faire la fête. Elle fait la fête, mais à fond, quoi. Elle profite de la vie à fond. Elle le boit, mais voilà. C'est vraiment shot sur shot. Voilà, elle boit bien. Je ne sais pas si on appelle ça une bonne vivante, mais en tout cas, elle se met, ce qu'on pourrait dire l'expression, elle se prend bien des races. Et en fait, elle est célibataire. Enfant de précédente union et autres. Et en fait, cette femme, elle vient parce que elle a envie également de se changer les idées. Parce que finalement, elle a constaté qu'elle s'accrochait à des personnes dont elle n'espérait pas vraiment une vraie relation. Vous voyez, c'est comme on veut que cette personne rentre en relation avec nous, mais en fait, on ne le veut pas. On veut pas de cette relation, en fait. C'est juste un moment pour se distraire, c'est juste... Mais elle s'y attache. Et elle y croit, et elle espère, et elle fait des kilomètres pour aller le voir. Et elle va entendre ce qu'elle sait déjà, que leur relation, c'est pas possible, que cet homme est retourné avec son ex, qu'il n'est pas disponible, qu'il veut pas vraiment une relation, etc., etc. Elle est un peu perdue, en fait. Elle est un peu perdue. Désirer se mettre en relation avec quelqu'un, en fait, avec qui tu sais que c'est pas possible. Vous avez un mode de vie différent. Il peut pas t'offrir ce que tu veux. Et puis, il est pas disponible, en fait. Il veut juste s'amuser. Donc, pourquoi tu cours derrière lui? Qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi t'as espoir? Et pourquoi tu envoies des messages? Et donc, ça vient en vacances en se disant, bon, on va voir la mer, on va marcher, on va voir autre chose, on va arrêter de penser à cet homme avec qui il n'y aura rien, en fait. Et puis, elle réfléchit, elle se dit, en fait, elle voudrait peut-être une vie plus calme que de se mettre des races tout le temps. Parce qu'en discutant avec elle, elle me disait qu'elle avait pris un rôle dans sa vie de fille qui fait la fête, mais qu'en fait, elle aimait pas tout ça. Elle aime pas passer son temps à aller faire la fête, à boire. En fait, elle veut juste être avec quelqu'un avec qui elle puisse vivre et partager. Elle voudrait aller faire un peu de randonnée, un peu de voile. Elle veut plus tous ces artifices, elle veut plus ce rôle qu'elle se donne dans son quotidien. Mais les vacances se finissent et il faut qu'elle reprenne son rôle. Et finalement, elle se dit, si elle quitte tout ça pour aller ailleurs et qu'elle décide de changer de mode de vie, est-ce que vraiment elle y arrivera? Est-ce qu'elle pourra faire table rase de cette vie et de ce masque qu'elle porte au quotidien? Donc c'est une envie, mais à la fois, qu'est-ce que je veux vraiment devenir si je quitte tout ça? Il y a une peur dedans. Et puis, il y a un homme, qu'on pourrait appeler Xavier, qui, on va finir avec ça. Quoi qu'on va finir plutôt avec moi, tiens. Il y a un homme qui s'appelle Xavier qui... a été en relation avec une femme. C'était une relation à distance. Et cette relation à distance, elle a été houleuse. Parce que à plusieurs reprises, il a constaté que cette femme le trompait. Mais il a mis tout ça
sur le compte de la distance. Alors, petit aparté, quand on se met en relation à distance, il faut vraiment mettre des règles parce qu'en vrai, si on sait qu'on ne peut pas tenir, même sexuellement, ça ne sert à rien d'y entrer. Ou alors, mettez-vous d'accord pour avoir 1 ou 2 aventures. Mais il faut être au clair, en fait, je pense, avec la personne quand c'est une relation à distance. Parce que sinon, ça peut faire beaucoup de dégâts. Ça, c'est mon avis. Et donc, je reviens à l'histoire. Donc, il a appris à plusieurs reprises qu'elle le trompait. Et il a mis tout ça sur le compte de la distance. Et puis, il a eu une opportunité pour revenir en fait dans la ville où elle habitait. Et donc, ils ont discuté vu qu'ils étaient ensemble. Et ils s'étaient convenus d'habiter ensemble. Ils ont habité ensemble. Et des mois après, enfin, quelques peu de temps après, un peu de temps après, il a grillé des messages qu'elle avait en fait, elle avait des conversations avec d'autres hommes. Ça ne s'était pas arrêté malgré qu'il n'était plus à des kilomètres. Mais il l'a laissé passer. Et un jour, l'impensable se produit. Madame est dans une voiture avec un autre mec et quand il descend, le mec démarre. Et donc, ce qu'il a toujours su, il l'a vu de ses yeux et ça a été la goutte d'eau. Et donc, si vous voulez, encore, c'était un peu... il est un peu en train de se reconstruire de tout cela parce qu'il ne comprend pas comment ça se fait qu'une femme qu'il a tant aimée lui a fait ça. Et quand on en a discuté, il y a beaucoup de peine en fait chez lui, c'est qu'il y croyait vraiment. Mais comment croire à une relation quand la personne ne cesse de nous tromper et que les preuves ont été maintes et maintes fois été mis en évidence? Comment se fait-il qu'on continue de se mettre des œillères? C'était pas la première fois, ça faisait au moins, je sais pas, peut-être la 10e fois qu'il grillait qu'elle le trompait, que ah, je bug, pardon. Qu'elle n'a pas arrêté de faire ce qu'elle a toujours fait dans leur relation, c'est-à-dire aller voir ailleurs. Comment ça se fait qu'on continue de croire en une relation quand on a autant de preuves? Et c'est là où moi j'ai compris que, en fait, quand on aime quelqu'un, on peut supporter beaucoup finalement. On n'a pas envie de mettre un terme parce qu'on veut que ça fonctionne. On veut que la personne finisse par se dire « bon, j'en vaut la peine, donc qu'elle va arrêter de voir ailleurs, tout simplement. » Mais ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Je ne sais pas, y a une phrase qui dit tromper un jour, tromper toujours par rapport à la personne. Il y a bien des gens qui ont trompé, qui ont regretté, qui ont arrêté. Ça existe aussi. Mais par contre, il avait eu suffisamment de preuves pour mettre la pédale douce, ce qu'il n'a pas fait, parce qu'au contraire, il a mis sur la pédale d'accélération jusqu'à venir vivre chez elle. Et donc, il pense aujourd'hui qu'il est un peu comme maudit en relation. Et de ce que j'ai compris en discutant avec lui, c'est que, en fait, beaucoup de ces relations sont finies parce que la partenaire l'a trompé. Tout simplement, en fait. La partenaire avec qui il a été dans ses précédentes relations, pas que dans celle-ci, il s'est toujours retrouvé trompé. Donc, il y a un vrai travail à faire pour savoir comment ça se fait que c'est récurrent. Et quand on en a discuté, il me dit « non mais quand je commence à me livrer, à ouvrir mon cœur, bam, il s'en mange plein la gueule.
Ce à quoi je lui ai dit, mais en fait, si tu ouvres ton cœur et t'es même pas fichu de voir si en face de toi, la personne, elle a son cœur ouvert, tu regardes que toi et ton cœur ouvert, tu regardes pas la personne si elle a le cœur également ouvert. Si tu ne regardes pas si cette personne a le cœur des sentiments que tu as pour elle. Et c'est vraiment un point sur lequel je voudrais terminer avant d'entamer sur moi en fait. C'est que la crise aujourd'hui par rapport aux relations, c'est parce qu'on ne regarde pas l'autre. C'est ça le problème. On ne regarde pas l'autre. On est obnubilé par sa personne, par ce qu'on ressent. D'accord ? Quand c'est douloureux, par sa tristesse. Voilà. C'est comme quand on envahit l'autre de tout son venin en racontant toute sa négativité. Voilà. Moi, il y a des moments, c'est vrai, où je ferme mes oreilles parce que je ne supporte pas l'autre se plaindre. Voilà. Je me mets en premier. Mais on n'y pense pas, on pense à soi, on pense à ce qu'on vit. Voilà. Ça sert à quoi de se mettre en couple si on ne prend pas en compte l'autre en face ? Comment il le vit ? Comment il a ressenti ? Est-ce que je sais pas, poser-lui des questions. Est-ce que tu te sens bien ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire, modifier ou autre ? L'attention finalement qu'on se porte, célibataire par exemple, je pense qu'en couple on devrait la porter sur l'autre. Mais, un grand mais, je pense également que cette attention, elle doit être faite à l'inverse aussi. C'est-à-dire que la personne en face doit être suffisamment... comment je pourrais dire ça ? Elle doit être suffisamment attentive à vous également. Il n'y a pas que vous qui devez faire attention à votre partenaire. Il y a également cette partenaire qui doit faire attention à vous. Et ça, c'est par tout ce qui se passe au quotidien. Des attentions, des cadeaux, des sorties, lui poser des questions, l'écouter. Enfin, vous savez, il n'y a pas besoin d'ouvrir un livre pour le savoir. Mais dès qu'on n'est pas bien, on se renferme. Dès qu'on est bien, c'est que nous, en fait. C'est nous. Voilà, c'est nous. Moi, je suis partisane pour dire que, effectivement, on se doit de se mettre en premier, de ne pas se piétiner. Ça demande, si tu n'en peux plus, de stopper. Si tu ne peux plus du lieu, tu pars. Si tu n'es plus en connexion avec cette personne, amicalement par exemple, parce que vous avez pris des chemins différents, bah tu pars. Voilà. Il y a toujours se recentrer, mais en couple, vous devez créer un troisième monde qui est vous deux, où vous vous bercez d'attention. Après, encore une fois, il y a des choses, il y a des hauts, il y a des bas, et tout n'est pas rose, mais par contre, tout ne sera jamais rose si chaque personne dans le couple ne pense qu'à soi et ne se regarde qu'au nombril. Donc, il y a... Hier, je discutais justement, par exemple, avec mon voisin, et il me dit, oui, mais en fait, il faut donner sans attendre de recevoir. Et je l'ai déjà entendu ça, faut donner sans attendre de recevoir. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec cette philosophie. Je pense qu'il faut donner, pas forcément en attendant tout de suite un retour, mais il faut donner parce qu'on aime cette personne. C'est un acte d'amour de donner du temps, de l'attention et autres. Par contre, que la personne ne vous donne jamais de ce temps, de cette attention, et qu'au contraire, vous restez bras ballants, moi, je dis non. La personne, elle peut également vous demander comment vous allez, vous soutenir, vous câliner et autres. Ça ne va pas que dans un sens. Donc, le donner sans attendre de recevoir, c'est donner avec tout l'amour. Voilà, donner avec tout l'amour. C'est-à-dire ne pas être calculateur. Mais par contre, dire ne pas recevoir, c'est-à-dire que toi, en tant que personne, tu reçois pas. Non. Toi, t'es personne, tu reçois pas, tu mérites pas. Bah non, je suis désolée. En fait, je donne avec amour, mais la personne me donne aussi avec amour. Nous sommes deux. Je suis pas seule. Donc,
Je pense qu'il faut mettre la pédale douce avec ça, le truc de donner et ne pas recevoir. Je suis désolée, tu veux pas recevoir, tu reçois pas. Tu veux donner sans recevoir, c'est ton problème. Mais pour moi, c'est un déséquilibre. L'harmonie va dans les deux sens. L'énergie va, vient, c'est une harmonie. L'énergie, elle va et elle vient plus jamais. Non, elle vient, elle part. C'est un mouvement. Donc, faut donner, faut aussi recevoir. Ça fait pas de nous des personnes qui quémandent. C'est juste on établit l'harmonie. Quand tu donnes du respect à quelqu'un, t'attends le respect. Quand tu donnes la politesse, t'attends la politesse. Pas parce que tu l'as donné ce respect, mais parce que c'est des règles qui se sont établies. Je te le donne parce que je considère qu'entre êtres humains, tu mérites le respect et la politesse. Est-ce que je mérite la politesse et le respect? Est-ce que ma personne mérite le respect et la politesse? Oui, alors donne-le-moi. Est-ce que c'est quémander? Non. Est-ce que c'est un déséquilibre? Non. Est-ce que tu vas lui dire oui, bonjour, est-ce que ça va? La personne va te dire oui, ça va. Point d'interrogation. Oui, ça va? Ah, d'accord, c'est tout. Non. Pour moi, ça fonctionne pas comme ça. Pour moi, c'est une harmonie. C'est un mouvement. C'est un jeu de deux personnes, en fait. Voilà. Et pour terminer, parce que c'est quand même assez long, mais pour terminer avec moi-même, c'est vrai que en partant en Corse, je voulais un ailleurs, un autre endroit pour évoluer. Parce qu'on dit que quand on reste cantonné à sa zone de confort, on n'évolue pas. Ce qui est vrai. Si tu veux du changement, il faut que tu fasses des choses différentes que ce que tu faisais auparavant. Donc il faut toujours apporter cette différence dans ta vie, dans les choix, dans les habitudes et autres. Et donc je me suis dit, allez, je démissionne. J'ai une opportunité, je vais. Et je vais essayer de me renouveler là-bas parce que je sais qu'à partir de moi, je peux m'adapter, etc. Pour moi, je me considère comme une planète. Donc en fait, c'est une image. Hein. En fait, peu importe où je vais sur cette terre, tant qu'il y a moi et ma tête, elle fonctionne, je peux me recréer un environnement. C'est pour moi, et vraiment, il n'y a pas de limite. Et je m'étais dit, allez, j'ai une opportunité, je vais voir ailleurs. Et de là-bas, je vais m'établir et je vais évoluer dans ma perception des choses, dans mon quotidien. Parce que quand tu changes de lieu d'habitation, tu vois les choses autrement. Et les gens que tu rencontres, c'est des gens autres. Les corps sont différents des Parisiens. L'environnement est différent. Tu as une belle vue. D'un côté, tu as la mer, d'autre, tu as la montagne. Enfin, la Corse, vraiment, cœur sur la Corse parce que j'adore. J'adore. Et je m'étais dit, si je veux évoluer, bam, je saisis cette opportunité. Et arrivé là-bas, j'ai rencontré ces gens fantastiques. J'ai fait des choses superbes. Me lever et aller regarder regarder du balcon le ciel avec cette verdure, aller me promener, aller faire la randonnée, j'adore. Ça m'a beaucoup fait de bien. Mais c'était un peu pour tourner la page de cette vie parisienne où on reste tous habités dans des petits lieux. J'habite dans un petit studio. Je ne crache pas dessus, attention. Il y en a qui n'ont même pas leur propre lieu d'habitation. Moi, j'étais prête à faire de la colocation, parce que là où je suis partie encore, c'était pour de la colocation, mais ça ne me dérange pas. Et c'était surtout pour voir d'autres personnes qui ont d'autres perceptions des choses, et à travers eux, changer ma vision des choses. Les Corses sont beaucoup plus joyeux et souriants. À Paris, on fait un peu tous la tronche. Et moi, ce que je changerais très vite dans ma vie, c'est mon lieu d'habitation. Parce que finalement, de mon constat, c'est qu'on est enfermé dans la tête, qu'on est enfermé dans des boîtes où on vit, qu'on travaille dans des boîtes et ainsi de suite.
et marcher le plus loin possible. Avoir des paysages magnifiques, un espace mais grand. Ça permet de matérialiser aussi et de le cristalliser en moi. Je m'explique. Tout ce qu'on fait, c'est minime en temps normal, d'accord? Et je vais finir avec ça. Tout ce qu'on fait, c'est minime. On fait pas grand-chose. On le constate, on fait pas grand-chose. Dans notre tête, on voit petit. Notre lieu d'habitation est tout petit. D'accord? On travaille dans des petites boîtes. Moi, c'est le constat que j'avais fait. Et je vais toujours dans les mêmes endroits. Même quand je vais marcher, j'ose pas marcher ailleurs. Et en Corse, ça a été différent parce qu'on a marché et marché. On est parti loin, à 2 heures de là où on était. Bref, on parcourait la Corse. Et ça m'a aidé à voir plus grand dans la tête. Quand on va dehors et qu'on marche, qu'on rencontre des gens, on pourrait presque se dire que notre lieu d'habitation, c'est juste pour dormir. Le reste, il faut qu'on aille le chercher à l'extérieur, marcher, s'ouvrir, parler avec d'autres personnes. Je sais pas, prenez la voiture, allez faire des kilomètres, allez découvrir autre chose que ce que vous connaissez déjà. Et c'était un peu mon objectif. Et bon, après, je suis restée sans revenu parce que du coup, j'ai pas trouvé l'opportunité encore de travailler là-bas. Mais je trouverai une solution pour repartir parce que c'est vraiment là-bas où je me suis sentie vraiment très bien. Et je dirais pour terminer que les gens qui ont beaucoup, que ce soit matériel, de bonté ou autre, c'est des gens qui voient au-delà d'eux-mêmes. Quand je dis au-delà d'eux-mêmes, c'est bien plus grand, en fait. C'est bien plus grand. Moi, j'avais constaté, par exemple, je vais donner un exemple. J'ai pris l'habitude, nous, depuis enfance, on n'a pas trop de moyens, etc. On n'a pas l'habitude de bouger. Vous savez, les parents, à part au bled, ils vont nulle part ailleurs. Mais en fait, tu as des parents, ils naviguent, ils slaloment d'un pays à l'autre. Ça parcourt la France. Ça s'enrichit de ce qu'il y a autour. Ça ne reste pas chez soi. Et il y a plusieurs familles comme... Enfin, après, ça dépend des conditions de vie, mais tu as une voiture, tu prends... Bon, aujourd'hui, le coût de l'essence, voilà, c'est un prix, mais prendre un TGV, aller, je sais pas moi, ailleurs, dans un hôtel, faire, je sais pas, prendre un Airbnb, visiter des musées, voir d'autres lieux, d'autres places. Pour moi, c'est une manière c'est un autre mot que je voulais, mais pas évoluer. Je voulais dire... Bon, enfin bref. Je trouve pas le terme que je voulais, le mot que je voulais utiliser. Je trouve pas le mot spécial. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a plusieurs schémas. Quand on grandit et qu'on ne bouge pas de là où on reste dans le quartier, on reste dans la ville où on habite, sinon on va dans les villes avoisinantes, on n'est pas... Le plus loin on est allé c'est Paris, sinon on est allé un petit peu en Espagne, de temps en temps en vacances. Les vacances, c'est pas régulier, ce sont pas des vacances récurrentes, ça remonte peut-être à 4 ans et autres. Pour moi, ça nous limite. Et aujourd'hui, l'objectif que je souhaite à tous, c'est de pouvoir, sans qu'on fasse les Français kékés dans les autres pays, parce qu'il y a toujours un respect, mais ne pas rester là où on habite, aller visiter, aller marcher dans les prairies, voilà, voir grand, et c'est par la vue que ça peut vous toucher. Pas seulement dans la tête. Moi j'ai un vision board, c'est vrai, je le regarde et tout,
Ça n'empêche que désormais, pour ouvrir ma conscience, pour évoluer, j'ai décidé d'aller voir d'autres paysages. D'autres paysages, c'est pas forcément que prendre l'avion, prendre la voiture, ça peut être marcher dans des lieux où vous n'avez pas été. Moi où j'habite, c'est vrai que plutôt que de marcher pour découvrir là où j'habite, je suis restée toujours dans un ou deux lieux que j'ai appris à connaître. Et hier, par exemple, avec mon voisin, on a été marcher dans un parc qui était tout près de la maison que je connaissais pas. Mais ça fait du bien de découvrir d'autres lieux, ça te donne plus, ça te donne davantage de richesse. Et par contre, quand je reviens chez moi après être rentrée de Corse, je constate que ma famille est toujours cantonnée dans cette case. Ce ne sont pas des personnes qui ont envie d'aller voir ailleurs. Ils restent là, ça fait un pas à gauche, un pas à droite, ça regarde un écran, point à la ligne. Et c'est là où ça peut se friter, quand toi tu as une soif de découvrir ton environnement, le monde, ce que l'énergie créatrice a créé tout autour de nous, ça n'appartient à personne, ça appartient à tout le monde. Et donc aller voir, ouvrir, tu peux tomber sur des personnes qui t'ouvriront pas la porte, mais ce n'est pas grave. Tu as toujours 1 ou 10 personnes qui t'ouvriront la porte. Et ce que j'ai bien intégré en moi, c'est que la boîte imaginaire dans nos têtes, elle se manifeste également dans nos vies, d'accord, dans la chambre dans laquelle on vit. Elle est toute petite. T'as des gens qui vivent dans des châteaux. T'as des gens, la chambre, elle fait, je sais pas, elle fait toute la pièce de mon studio, la chambre. Donc chez eux, c'est un château. Et si tu dis que chez eux, c'est un château, ils doivent aller dans des endroits magnifiques. Pourquoi nous nous interdisons, en fait, parce que c'est des barrières qu'on se met, parce qu'on reste cantonné à ces boîtes apprises depuis l'école. Pourquoi voir petit ? On sait que quelqu'un voit petit. Il suffit qu'on regarde son mode de vie et son environnement. Et ses habitudes. Qu'est-ce que tu fais ? Au quotidien, qu'est-ce que tu fais ? Sur quoi tu t'intéresses ? Où est-ce que tu vis ? On sait déjà ta vision des choses. T'as des gens, ils vivent là où ils vivent parce qu'ils pensent qu'ils ne pourront pas avoir plus. C'est pas parce que tu l'as pas que tu ne peux pas l'avoir ou que tu ne pourras jamais l'avoir. Donc, je pense que ça dépend de comment l'on pense. Mais, de facto, beaucoup d'entre nous avons des boîtes dans la tête, vivons dans des boîtes et avons une vision limitée, alors que la nature regorge de beaux paysages pour évoluer, tout simplement. Et ça nous donne un regain d'amour. Là où on ne voyait pas la beauté, la douceur, la vie, on la voit quand on regarde les paysages. Donc prendre sa voiture, aller marcher, faire des activités, rencontrer les gens, parler, il n'y a pas de honte à avoir, on s'en fout de la couleur. Il y a des gens qui ne voudront pas parler et c'est ok, mais d'autres ils sont gentils. Moi quand je marchais, et je vais terminer avec ça parce que c'est trop long, quand je marchais, quand on allait marcher par exemple à la rivière, qu'il fallait un petit peu marcher, la majorité du temps les gens vous disent bonjour. Bonjour, sinon ils discutent avec vous. Ah, c'est très loin, c'est pas très loin. Les gens sont hyper souriants, ils sont contents, Les gens se considèrent chanceux. Ils le vivent, c'est un moment, c'est un bon moment, c'est un moment de qualité. Ils ont la banane. Voilà, les gens qu'on veut attirer, les gens qui ont la banane. Mais rester dans sa chambre à regarder un écran, c'est pas voir la banane. On peut rigoler devant un tweet ou un post drôle, mais c'est tout. Ça va pas nous aider à évoluer. Donc pour les gens qui n'ont pas beaucoup voyagé, allez-y, je vous en supplie, allez marcher, allez vous promener. Quand je dis voyager, c'est pas forcément le dernier billet d'avion et aller à Dubaï. C'est aller marcher, prenez-vous un billet TGV. Moi, j'ai décidé aujourd'hui d'aller très souvent me faire masser et me faire chouchouter parce que
je voudrais me montrer à moi-même que j'ai de la valeur, que je prends soin de moi. Je vais en institut pour qu'on prenne soin de moi parce que je suis importante. Me le montrer en fait par tout plein d'actions. Et je pense que c'est ce qui manque à beaucoup. Voilà, la petite discussion se termine aujourd'hui et on se voit demain. J'espère que demain ça sera pas trop long parce que là je suis partie un peu en zigzag. Je vous fais de gros bisous, passez une excellente journée. Bye bye.